Bonjour à tous, pour cette deuxième capsule, on va s'intéresser à l'écosystème logiciel, donc tout ce dont vous avez besoin sur votre machine pour euh, bien vous en sortir dans le cours de conception, et pour faire ça on va utiliser un tout petit exemple. Donc notre écosystème technologique pour INF 5153, c'est un gestionnaire de version, Git, et puis un endroit où héberger nos dépôts, en l'occurrence GitHub, un langage orienté objet qui va être Java pour nous, et son gestionnaire de construction et de gestion de dépendance associé, qui est Maven. On va utiliser un canevas test unitaire assez classique, JUnit, l'intégration continue qui est fournie par GitHub Action, et PlantUML qui va nous servir à dessiner des modèles UML. Notre exemple va être tout petit, c'est un système de gestion monétaire qui va nous permettre de créer des montants dans certaines monnaies et puis de les additionner. Donc, pour la démo, on va simplement créer des dollars canadiens et faire des additions de dollars canadiens. Mais à ça, on va ajouter des tests unitaires, un diagramme de classe et puis un environnement d'intégration continue. On va donc maintenant basculer en mode démonstration. Et dans le cadre de cette démonstration, la première chose qu'on va faire, c'est aller sur GitHub pour se créer un dépôt. Donc là, j'étais déjà connecté sur github.com. Je vais me créer un repository qui s'appelle inf5153 -demo. Et puis je vais le mettre privé et je vais créer le repository. Donc, pendant que GitHub est en train de me créer ce dépôt, là maintenant je vais pouvoir récupérer l'URL qui représente ce dépôt et sur ma machine je vais pouvoir cloner cette URL. Donc maintenant que c'est cloné, je vais pouvoir me déplacer dans le répertoire et une fois que je suis dans le répertoire, maintenant je vais pouvoir développer mon projet. Pour développer mon projet, je vais le faire en Java et puis comme on va utiliser Maven pour gérer la construction et la dépendance, je vais commencer par mettre en place l'architecture de fichiers qui va être utilisée par Maven. Donc Maven, il prend un fichier qui s'appelle pom.xml que je vais créer de suite. Et il va prendre aussi un répertoire qui s'appelle src main java, dans lequel on va pouvoir mettre le code source. Donc src main java. Avant d'importer ce projet dans un IDE comme IntelliJ ou Eclipse, on va lui donner un petit peu plus d'informations pour que l'import se passe bien du premier coup. Et donc je vais ouvrir le fichier pom.xml. Pardon, je vais ouvrir le fichier pom.xml. Dans ce pom.xml, je vais donner le minimum vital pour que Maven sache que c'est un projet Java. Donc dire qu'on va fabriquer un jar. Le groupe ID c'est INF5153, c'est une clé qui peut être n'importe quoi. L'artifact ID pareil, c'est comment on identifie ce projet à l'intérieur de ce groupe. Je vais lui donner comme propriété que c'est un code en Java 13 avec des fichiers de code source en UTF-8. Maintenant que ce fichier pom.xml est disponible, je vais pouvoir utiliser Maven depuis la ligne de commande, par exemple en disant Maven clean. Et ce qui ne va pas faire grand chose pour le moment parce qu'il n'y aura pas grand chose à nettoyer, mais on voit que le projet est reconnu par Maven et qu'il est capable de travailler avec. Donc une fois que ça c'est fait, je vais pouvoir intégrer et importer ce truc-là dans un IDE. Donc je vais récupérer IntelliJ et puis je vais ouvrir ce projet justement qui est là, INF5153 démo. Et IntelliJ, il va nous permettre de récupérer toutes les informations qu'il y a dans le POM pour configurer le fait que c'est un projet Java. Donc on voit le POM, on voit le SRC, et puis on voit que le répertoire Java, il est bleu alors que les autres sont gris, donc c'est là où on va mettre le code source. Une fois que j'ai ça à disposition, je vais commencer par créer une classe money qui va définir ce que c'est qu'un montant monétaire, mais je ne vais pas faire ça comme un goré dans le package général, je vais me créer un nouveau package qu'on va appeler démo. Puis dans ce package, je vais créer une nouvelle classe qui va s'appeler money. IntelliJ me propose d'automatiquement ajouter cette nouvelle classe dans Git, ce qui est plutôt sympa de sa part, donc je vais dire oui. Et me voilà avec ma classe money. Avant d'aller plus loin, je vais pouvoir regarder un petit peu ce qui se passe au niveau de Git. Donc si je demande à Git dans quel état est mon projet, avec un statut, il me dit nouveau fichier money.java, ok. Et puis il me donne aussi des informations sur le fait qu'il trouve les éléments qui sont propres à IntelliJ. Ce qui est pas extrêmement génial parce que ça on ne veut pas le partager dans ces fichiers .iml ou .id. Il y a potentiellement des chemins en dur qui marchent que sur votre machine et ça vous voulez pas le partager avec vos autres codéveloppeurs.
Pour retirer ça, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va demander à Git de les ignorer. Donc pour les ignorer, je vais créer un fichier qui s'appelle .gitignore. Et dans ce fichier .gitignore, je vais lui dire de ne pas prendre en compte tout ce qui est IML et de ne pas prendre en compte le répertoire IT. Maintenant que ça c'est fait, on voit que la couleur a changé, hein. Maintenant ils sont gris, les deux fichiers. Et on va pouvoir donc demander à Git dans quel état il est. Il nous dit il y a un nouveau fichier gitignore, toujours le money.java, et puis le pomme qui n'est pas traqué. Donc je vais pouvoir enregistrer tout ça dans Git, puis je vais pouvoir faire un premier commit qui est mon architecture initiale. Pardon. C'est vraiment important de commit vos modifications au fur et à mesure, parce que classiquement, ce que vous avez tendance à faire, c'est travailler comme des gorées sur votre machine, et puis faire un gros commit à la fin, et ensuite envoyer tout votre code et pousser tout votre code d'un coup. C'est extrêmement mauvais d'un point de vue cycle de développement de faire ça, et puis on va voir que grâce à l'intégration continue, en plus, si vous faites ça, vous n'êtes pas capable de bénéficier de l'environnement qui vous permet de savoir si votre code fonctionne ailleurs que sur votre machine. Et ça, c'est quand même extrêmement important que ça fonctionne ailleurs que chez vous. Donc pour revenir à mon projet Java et ma classe Money, pour l'instant, elle ne fait pas grand-chose. Un montant monétaire, c'est une certaine valeur, donc on va dire un entier, et puis une certaine monnaie. Donc je vais créer ça, je vais créer le montant monétaire, et puis je vais créer la monnaie, donc l'unité monétaire qui est utilisée, donc qui est le currency. Je vais avoir besoin de créer des unités monétaires. Donc pour faire ça, je vais demander à IntelliJ de me générer un constructeur. Et puis ce constructeur, je vais lui passer le montant et puis la valeur monétaire. Et c'est ce qui va me permettre donc maintenant d'instancier des objets. J'aimerais aussi pouvoir les afficher. Donc je vais pareil demander à IntelliJ de créer une représentation textuelle en générant une méthode toString. Maintenant que ça c'est fait, je peux créer un main qui va me permettre d'exécuter ce genre de choses. Donc je vais pouvoir aller là dans le répertoire direct Java, créer une nouvelle classe qui s'appelle main. Et dans cette classe main, je vais créer ma méthode statique d'exécution, donc public static void main string crochet args. Comme c'est quelque chose qui est assez long et fastidieux à taper, je peux utiliser un raccourci clavier PSVM, public static void main, pour automatiquement déclarer ça. Et qu'est-ce que je vais faire là? Je vais créer une première money. Ce que vous voyez là, c'est IntelliJ vient de se rendre compte que money, j'avais oublié de l'importer, donc il vient d'ajouter l'import pour moi, ce qui est plutôt sympa de sa part. Je vais créer une money que je vais appeler M, et puis je vais instancier ça en utilisant le constructeur de money, en disant que c'est 42 canadiens. Puis je vais l'afficher, parce que pour l'instant je ne peux pas faire grand chose d'autre. Pour l'afficher, system.out.println, c'est toujours un peu long, donc je peux utiliser sout, puis sout va être transformé en system.out.println, donc là je vais mettre M, puis comme j'ai la méthode toString, c'est elle qui sera appelée. Maintenant que j'ai ce code-là, je peux l'exécuter. Donc je peux demander à IntelliJ de run, et ce qu'il va faire, c'est qu'il va compiler, et puis il va exécuter ce truc-là. Mais si je repose uniquement, donc là ce qu'on voit, c'est qu'on a bien créé 42 Canadiens. Si je repose uniquement sur les mécanismes d'IntelliJ, mes collègues qui ont Eclipse ou mon correcteur qui utilise autre chose, il ne pourra pas forcément l'utiliser, et il ne pourra pas forcément le compiler. En tout cas, ça risque d'être compliqué. C'est là-dessus que Maven va être plutôt pratique, parce que Maven est capable de gérer la compilation et de gérer l'exécution. Donc pour gérer la compilation avec Maven, ce qu'on va lui demander, c'est de faire un mdn pour invoquer Maven package. Et ce que va faire Maven, c'est qu'il va attraper le code. Donc là, on voit qu'il a compilé deux codes sources. Et il nous dit aussi qu'il n'y a pas de test. Et donc, il n'y a pas de test à exécuter. Et si on va regarder ce qui a été fait, en fait, il a créé un répertoire target dans lequel il s'est occupé de plein de choses, mais il a fabriqué ce jar qui est à disposition là. Donc là, on a géré la compilation en dehors de l'IDE, et en utilisant Maven, on est capable de garantir que ça compilera sur n'importe quelle machine qui a Maven.
Maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est aussi lancer l'exécution. Alors pour lancer cette exécution, bah, je vais pouvoir demander à Maven de prendre en charge l'exécution pour moi. Et pour faire ça, je vais simplement lui rajouter de nouvelles directives dans le build. Donc ces nouvelles directives, c'est ce qui va représenter, bah, grosso modo, où est-ce qu'il faut qu'il aille chercher la classe exécutable. Donc je ne vais pas le taper à la main, mais en gros j'utilise un plugin de Maven qui s'appelle execMaven, et puis je vais lui dire la main class, ce qui correspond au point d'entrée, c'est la classe main. Maintenant que j'ai fait ça, je peux utiliser Maven et lui dire ok, ben maintenant que j'ai fait ça, je peux utiliser Maven et lui dire bah, exécute ce programme-là, donc exécute du Java. Et ce que va faire Maven, c'est qu'il va lancer Maven, et puis voilà l'exécution. Alors, c'est pas génial parce que c'est entouré de tout le bruit de Maven, donc je peux demander un Maven-Q pour quiet. Et quand je fais ça, bah là, j'obtiens uniquement mon exécution. Là, c'est plutôt pas mal maintenant, parce qu'on a une première version du code. Cette version du code, on est capable de l'exécuter, puis on est capable de l'exécuter aussi bien dans l'IDE qu'à l'extérieur de l'IDE. Donc je pense que c'est un bon moment pour faire un commit. Je vais regarder dans quel état est mon dépôt. J'ai ce fichier src main qui est nouveau, j'ai le pom, le main, le money qui a été modifié, et il y a des nouveaux fichiers qui sont apparus, et ça, j'ai pas non plus envie de les partager. Le Java version, c'est ma version de Java locale sur mon Mac, et puis le target, c'est tous ces éléments compilés, et bien évidemment, on n'enregistre pas dans Git des produits de la compilation. C'est pas bien grave, je vais retourner dans mon Git ignore, et puis je vais dire non, je veux pas que tu versionnes le point Java version, et je veux pas que tu versionnes le target. Si maintenant je demande le statut, ben, j'ai plus que les éléments qui m'intéressent, donc je vais pouvoir les ajouter, je vais pouvoir les enregistrer avec aussi la version initiale du code, et je vais pouvoir les partager. En les partageant, donc en faisant un git push, maintenant sur mon dépôt, si je rafraîchis, des gens qui ont accès au dépôt peuvent accéder à mon code et peuvent contribuer à ce que je viens de faire. On va s'intéresser à ajouter des tests. Pour ajouter des tests, Maven repose sur une deuxième convention. On a mis le code dans src main Java. Et ben, les codes de test, on va le mettre dans src test Java. Donc je vais créer un nouveau répertoire qui s'appelle test. Et il me propose de faire automatiquement un test Java. Donc c'est très sympa de sa part. Et ce qu'on voit, c'est que là, IntelliJ l'a mis en vert parce qu'il considère que c'est un répertoire de test. Donc il s'en est rendu compte tout seul. Pour gérer ça, je vais aller dans mon fichier pom.xml et je vais lui dire qu'on utilise le Canva JUnit. Donc pour utiliser le Canva JUnit, ben, il suffit de rajouter une dépendance dans Maven, ce que je vais faire là, en disant j'utilise JUnit en version 4.12 et ce truc-là, je l'utilise uniquement pendant les tests. Je vais mettre à jour IntelliJ qui se rend compte qu'il y a un changement fort dans Maven, on vient de rajouter un nouveau truc, donc on va charger ça à disposition. Maintenant que ça c'est fait, je peux aller dans mon répertoire de tests, puis je vais pouvoir créer un nouveau package qu'on va appeler démo, et puis je vais pouvoir créer une nouvelle monnaie, un nouveau test pardon, qui s'appelle money test. Maintenant que ça c'est fait, je vais pouvoir créer mon premier test, donc qui est une méthode public void, parce que ça c'est JUnit qui le fait, qui est test add Canadians. Et pour dire à JUnit que c'est un test, je vais rajouter la notation test et automatiquement il me l'a rajouté. Donc pour pouvoir additionner des dollars, je vais créer dans un premier temps un premier dollar qui va être un new money pardon. On va créer un 22 Canadians. Et puis je vais en créer un deuxième qui est un new money 20. Puis c'est aussi des dollars canadiens. Je vais créer ce que j'attends. Money expected, c'est un new money de 42 canadiens.
Et maintenant, je vais écrire mon test. Donc pour écrire mon test, je vais dire que je voudrais que le résultat de l'addition de M1 et M2 soit égal à ce que j'attends. Donc je vais dire que je veux un assert equals entre ce que j'attends et m1.add de m2. Donc pour l'instant, mon test il compile pas. Pourquoi mon test il compile pas? Donc parce que la méthode add elle n'existe pas, on va voir ça plus tard. Et puis la méthode assert_equals, je ne l'ai pas importée pour le moment. Mais IntelliJ me propose de l'importer automatiquement pour moi. Et on va aller la récupérer dans JUnit. Donc automatiquement, maintenant j'ai cette méthode à disposition, donc je peux faire des assertions. Et puis je peux utiliser la comparaison entre expected et puis M1 addition de M2. La méthode add, elle n'existe pas. Mais c'est pas grave. Là, je sais juste qu'en écrivant mon test, ben, à ce moment-là, c'est ça que j'aurais envie d'écrire. Je voudrais additionner M1 et M2 et que ça me produise un nouvel objet. Donc, pour faire ça, ben, je vais pouvoir demander à IntelliJ de me créer cette méthode. Donc là, il m'a amené dans la classe Money et puis il me dit, vu la signature de ce que tu as écrit, tu as besoin d'une méthode qui s'appelle add, qui prend en paramètre une autre monnaie et qui renvoie une monnaie. Je suis entièrement d'accord avec ça. Hein. Donc, il peut pas deviner le code parce que la logique d'affaires, ça c'est un peu ma job de l'écrire. Mais alors, je vais renommer plutôt que M2, je vais dire that. Et pour additionner deux monnaies, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement renvoyer une nouvelle monnaie. Donc une nouvelle instance de money dans laquelle je vais mettre this.amount plus that.amount. Et puis, pour l'instant, je vais faire l'hypothèse que les monnaies sont consistantes et donc que les currencies sont les mêmes. Donc, je vais prendre celle de this. Maintenant que ça c'est fait, je peux retourner dans ma classe de test et puis voir que maintenant, ben, ça compile. Donc, je peux exécuter ces tests. Je vais exécuter ces tests. Je peux les exécuter à travers JUnit dans mon IDE. Et puis, ça me dit le test fail. Parce que je n'ai pas défini de méthode equals entre expected et puis ce résultat-là. Donc bien évidemment, je ne peux pas utiliser l'égalité. Qu'à cela ne tienne, il suffit de définir comment on calcule l'égalité entre deux monnaies. Pour faire ça, je vais simplement avoir à définir la méthode equals qui va comparer sur le amount et le currency. Et donc voici la méthode equals qui a été générée automatiquement par IntelliJ. On va plus loin dans le cours s'intéresser à comment on les écrit et pourquoi c'est aussi compliqué d'écrire de l'égalité. Mais maintenant, je peux relancer mes tests. Et si je relance mes tests, normalement, je n'ai plus le problème. Le test est correct. Je peux vérifier aussi que en compilant avec Maven, j'ai exactement le même comportement. Donc on a la compilation et puis on a le test qui est lancé. Vous voyez là qu'il y a une exécution des tests. Et le test passe, donc c'est là aussi le bon moment de faire un commit. On va regarder le statut, on est bon, git add-a pour tout prendre, git commit-m mon premier test, et je vais pouvoir push. Ce qui serait vraiment pratique, c'est de vérifier aussi quand je pousse pour que mes coéquipiers et mes collaborateurs sur le projet utilisent mon système, utilisent mon code, bah, que je vérifie que je n'ai pas envoyé n'importe quoi. Donc pour faire ça, on va utiliser ce qui s'appelle de l'intégration continue, qui va être une configuration de GitHub pour que à chaque fois que je pousse du code, ben, GitHub va récupérer le code, le compiler, exécuter les tests, et puis dire s'il y a un problème, ce qui va me permettre d'avoir un indicateur de santé. Et c'est ce qui va vous encourager à pousser le plus souvent possible pour avoir le plus souvent votre projet dans un état de santé cohérent. Donc pour faire ça, je vais créer un nouveau répertoire qui s'appelle .github/workflows. Dans ce répertoire, je vais pouvoir créer un fichier qui va décrire ce que GitHub doit faire. Donc je vais m'en servir pour compiler du Java, donc je vais l'appeler java.yaml. Donc dans ce fichier java.yaml, je vais décrire les étapes les actions que je vais demander à GitHub de faire. Donc pour ces actions, bah, c'est relativement simple. C'est une syntaxe, donc YAML, c'est assez obscur, mais c'est pas très compliqué. À chaque fois que quelqu'un va pousser du code, ce que je vais faire, c'est m'exécuter sur une machine Ubuntu, récupérer mon code. Ensuite, je vais basculer l'environnement pour utiliser Java 13.
Ça, c'est juste technique pour que ça aille plus vite. Je vais mettre en cache tous les packages que Maven pourra avoir téléchargés pour éviter de télécharger l'univers à chaque fois que je pousse. Et ensuite, je vais demander tout simplement à GitHub de lancer ma commande Maven. Maintenant que j'ai fait ça, je vais pouvoir le partager. Pour le partager, il suffit de le commiter. Donc je peux regarder dans quel état est mon système, hein. J'ai simplement ce fichier YAML à disposition. Donc je vais l'ajouter. Puis je vais le commiter en disant que c'est de l'intégration continue. Et puis je vais le pousser. Si on retourne sur mon dépôt GitHub, vous voyez là, j'ai cet onglet Action. Et en allant de cet onglet Action, je vois que maintenant j'ai ce workflow qui s'appelle Java Continuous Integration, qui est ce que j'avais écrit là, et qui est en train de s'exécuter. Donc je peux aller regarder ce qui se passe. Et il y a cette étape Build Java qui est en train de s'exécuter. Et là, GitHub est en train de lancer toutes les actions dont j'ai besoin. En fait, en faisant ça, ce que ça garantit, c'est que à chaque fois que vous allez pousser votre code pour le partager avec vos coéquipiers, toutes ces actions-là vont être mises en œuvre par GitHub. Fait que si ça marche sur GitHub, il y a de fortes chances que ça marche ailleurs que chez vous. Et donc, c'est pas un cours d'intégration continue, mais c'est quand même extrêmement important qu'on ait ça à disposition. Donc là, le job est complet. Ça veut dire que toute machine d'intégration continue est bonne et ce code-là est compilable via Maven sur du Java 13, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Il nous reste un dernier point à mettre en place, c'est à mettre en place la modélisation de ce qu'on vient de faire. Donc comment on fait pour définir nos modèles UML? On utilise PlantUML, donc je vais créer un nouveau fichier qui va s'appeler classiac.puml. Donc dans ce fichier, je vais définir mon diagramme UML. Donc ça commence, comme c'est de l'UML, je vais lui dire que je suis en train d'écrire de l'UML, donc start UML, et puis ça finira par un end UML, sans trop de surprise. Et puis, bon là il n'est pas content parce que je n'ai pas encore écrit grand chose. Qu'est-ce que j'ai défini? J'ai défini une classe money. Donc je vais définir ma classe money. Et puis en fait, ma classe money, qu'est-ce qu'elle contient? Elle contient un attribut d'instance privée qui est la monnaie, le montant, donc ça c'est un int. Ça contient aussi une currency, qui est une string. Ça contient un constructeur qui prend en paramètre amount qui est un int et puis currency qui est une string et qui est public, pardon. Et on a aussi notre méthode add qui prend en paramètre that qui est une instance de money et qui renvoie une monnaie. Puis j'ai ma classe main. Et puis cette classe main, elle a une méthode publique statique. Donc je vais dire qu'elle est statique, qui s'appelle main et qui prend en paramètre art qui est un tableau de string. Et qui renvoie rien. Et la classe main utilise la classe money. Donc je vais pouvoir dire que cette classe main, elle référence la classe money. En fait, mon diagramme n'est pas complètement juste là, parce qu'en fait, la classe money est dans un package qui s'appelle demo. Donc je vais pouvoir dire que ça, c'est dans un package qui s'appelle demo. Et voilà mon modèle. Ce modèle, je peux utiliser PlantUML depuis n'importe quel IDE. Là, par exemple, je peux télécharger ce modèle-là. Je peux aussi utiliser la ligne de commande pour l'exécuter, mais je peux aussi intégrer ça dans mon principe d'intégration continue pour qu'à chaque fois qu'il y ait une mise à jour de mes modèles, on mette à jour la documentation, par exemple, du logiciel. Pour faire ça, je vais créer un nouveau workflow. Ça, c'est le workflow qui s'occupe de Java. Et puis là, je vais créer un nouveau workflow qui est le workflow qui s'occupe de PlantUML. C'est aussi un fichier YAML. Et dans ce fichier PlantUML, ce que je vais donner, c'est tout simplement comment on fait pour compiler le PlantUML. Donc, les étapes sont relativement simples. On va récupérer la dernière version du code, et puis on va utiliser donc un plugin PlantUML qui a pour caractéristique de
fabriquer les modèles et de les enregistrer. Donc on va voir qu'on va créer un nouveau répertoire, un nouveau fichier classdiag.svg qui va contenir notre modèle. Une fois que ça c'est fait, pareil, je vais faire un statut pour savoir où j'en suis. Ça paraît correct, donc je vais ajouter tous ces fichiers, je vais les enregistrer, premier diagramme, et je vais pousser tout ça. Maintenant que c'est poussé, je peux retourner donc dans les actions et on voit que maintenant il y a deux workflows à disposition, Java Continuous Integration et GeneratePlan2ML, qui s'exécutent en parallèle. Puis je vais pouvoir aller récupérer par exemple le GeneratePlan2ML et puis voir ce qu'il est en train de faire. Donc il est en train de s'exécuter et puis il a terminé. Et en fait là on va voir que il a fabriqué le fichier classdiag.svg. Et à quoi ça ressemble? Ben, automatiquement, vous voyez là, il vient de me rajouter ce fichier classdiag.svg. Puis si je clique dessus, j'ai mon diagramme de classe qui a été fabriqué automatiquement par le truc d'intégration continue. Ce qui est vraiment plutôt cool, parce que maintenant je mets à jour mes modèles, je peux vérifier ça sur ma machine, et puis quand je vais pousser, ben, je vais les avoir à disposition automatiquement pour les intégrer dans ma documentation par exemple. Et on voit donc que cette action elle a été faite par GitHub Action qui a fabriqué cette nouvelle version. Et maintenant, si je git pull, ben, je peux récupérer, on voit que ce classdiag.svg a été récupéré, a été mis à jour automatiquement. Ça fait que si vos collègues font des modifications dans les modèles, vous allez pouvoir les récupérer. Ceci va conclure cet écosystème. C'est une vidéo qui est un peu longue, qui a demandé un petit peu de montage parce que j'ai fait quelques couacs en la tournant et puis j'espère qu'elle vous a plu.